Voilà, maintenant il est temps d'ouvrir la séance et je voudrais dans un premier temps accueillir notre collègue, monsieur le professeur, alors je m'excuse de mon accent roumain qui n'est pas très bon, mais Victor Costache. Victor? Voilà, Victor. Costache, on dit? Voilà, soyez le bien, voilà. Victor, pardon? Costache, ah, Victor Costache, qui est professeur de chirurgie cardiaque et vasculaire dans la ville de Sibiu, c'est comme ça qu'on dit, Sibiu, oui, en Roumanie. Et au nom de l'Académie de chirurgie et aussi de Claude est là-bas, voilà, grâce à qui on a le plaisir d'avoir Victor parmi nous aujourd'hui. Alors Victor est bien sûr chirurgien, mais il est aussi ministre de la Santé, donc c'est une personnalité excessivement importante. Donc je vais me lever pour lui dire quelques mots en roumain et en m'excusant de mon accent. Domnule ministru, draga mea collega, vă salut în numele Academia Nationale de Chirurgie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de votre venue parmi nous. Je vous donne donc la parole et en tout état de cause, je vous souhaite une nouvelle fois, en mon nom propre comme président de l'Académie nationale de chirurgie, mais aussi au nom des membres des conseils d'administration et de toutes les académiciennes et des académiciens, la bienvenue aujourd'hui à Paris. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président de l'Académie nationale de chirurgie, Monsieur le Secrétaire général, chers confrères, chers collègues, c'est un honneur et un privilège d'être là à Paris et en tant que je suis PEPH à l'Université de Sibiu et ministre de la Santé et j'aimerais bien que par la suite qu'on renouvelle et qu'on renforce les liens d'amitié, de coopération entre la France et la Roumanie en termes académiques et dans le système sanitaire. Ma présentation d'aujourd'hui est la chirurgie cardiaque et vasculaire à l'ère des procédures mini-invasives. La première partie de la présentation est focusée sur le traitement endovasculaire des dissections aortiques thoraco-abdominales. Alors, on est tous d'accord que lorsqu'on a une dissection de type A, qui est une urgence, qui est l'urgence majeure en médecine cardiovasculaire, il faut remplacer l'aorte ascendante rapidement par sténotomie médiane. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui est le meilleur traitement pour la dissection thoraco-abdominale résiduelle et pour les dissections de type B. On a le traitement médical, on a le traitement chirurgical mais qui est très délabrant et maintenant il y a le traitement endovasculaire. Alors depuis 15 ans à peu près, on utilise le stent graft pour fermer la porte d'entrée initiale qui est au niveau de l'aorte thoracique après l'artère sous-clavière. Le souci avec ce type de traitement est qu'après 5 ou 10 ans, l'aorte distale du traitement endovasculaire dégénère. Donc plus de moitié de ces patients présentent des anévrismes ou des ruptures de l'aorte distale. Et il y a des spécialistes comme Michael Dake de Stanford ou Monsieur Joe Lombardi de New York qui travaillent là-dessus et qui ont démontré ce phénomène. Alors il y a une technologie nouvelle, c'est le traitement endovasculaire par stent multicouche, initialement conçu pour les anévrismes thoraco-abdominaux inopérables, qui semble très promettant dans les dissections aortiques. Parce que ce type de stent est un stent ouvert, est un stent naturellement fénétré, qui transforme un flux laminaire à travers la paroi aortique. C'est des stents qui permettent à réguler la circulation sanguine et diminuer la pression tout en préservant toute la perméabilité des artères et des branches collatérales. La diminution des turbulences, la formation d'un thrombus organisé et, le plus important, la formation du tissu endothélial dans la paroi aortique, dans les mailles du stent, en respectant les branches collatérales. Alors, je vais vous montrer un cas clinique, c'est le cas zéro de notre expérience, un monsieur qui a été traité il y a plus de 5 ans. Alors, c'est une dissection aortique de type B qui s'est compliquée. Si on regarde le scanner thoracique, on voit un vrai chenal de 9 mm et un faux chenal qui augmente, vous voyez, il y a un anévrisme qui se forme après l'artère sous-clavière.
Et le patient est très symptomatique. Donc ici, on a le scanner préopératoire. Vous voyez, cet énorme anévrisme après l'artère sous-clavière de toute l'aorte thoracique qui se prolonge jusqu'à l'aorte abdominale chez un patient très symptomatique, hypertendu, obèse. Et là, c'est des images uniques avec ce type de traitement. Donc vous voyez, en première, on couvre toute l'aorte pour une dissection à partir de la valve aortique. On couvre la crosse et vous voyez les branches restent perméables. Et ce qui est plus surprenant, c'est le scanner et la suivi après un an. Donc l'aorte, elle est complètement normale. Il n'y a plus de dissection, plus de fausse lumière. On a un remodeling complet de l'aorte. Et ça, c'est démontré aussi. On voit le scanner à 2 ans avec un remodeling aortique complet, à 3 ans. Et maintenant, on a 5 ans de suivi post-opératoire chez ce patient avec un scanner injecté parfaitement normal. Ça, c'est tous les suivis de préopératoire jusqu'à 3 mois. Alors, ce qu'on fait très bien à CBio, on a une équipe d'ingénieurs dédiés qui font de l'analyse des fluides avec des logiciels spéciaux. Donc, il y a des logiciels pour la morphologie vasculaire, pour la morphologie aortique. Un des logiciels s'appelle Mimix, qui permettent de mesurer à millimètre cube près le volume de la vraie et le volume de la fausse lumière. Et vous voyez l'évolution de la morphologie aortique disséquée après traitement vasculaire de 0 à 3 ans. Et aussi, il y a un autre logiciel, donc la morphologie c'est bien, mais on veut voir ce qui se passe en dynamique. Et pour ça, on a un autre logiciel qui s'appelle ANSYS, qui nous permet de calculer à l'intérieur de la dissection, donc à l'intérieur du faux chenal, là où on n'a pas d'accès parce que c'est couvert par le stent. Ça nous permet de calculer la vitesse du sang dans la fausse lumière et la pression du sang. Et avec ce logiciel, on démontre une baisse après traitement vasculaire, une baisse de la vitesse et une baisse de la pression. Donc c'est l'explication du remodeling aortique et ça nous permet de faire des calculs à millimètre cube près. Vous voyez, on calcule le volume de l'aorte disséquée, de la vraie, la fausse lumière, et là c'est la démonstration parfaite d'un remodeling complet. On passe d'un index de la dissection de 4 à 0,01. Alors, à partir, donc ce monsieur a une évolution clinique parfaite, pas d'AIT, pas de paraplégie, pas d'insuffisance rénale. Vous voyez, image spectaculaire avec une aorte complètement couverte par ce stent naturellement fénétré. Monsieur qui n'est plus hypertendu avec un taux normal. Donc, ce cas a été publié en JAVT. Et c'est le point de départ, c'est le patient 0, le point de départ de cette étude sur 23 patients, une étude monocentrique prospective où on a inclus 14 patients avec des dissections de type B et 9 patients avec des dissections de type A. Alors les patients ont été suivis en 3-6 mois et après tous les ans, et tous ces patients ont bénéficié de cette analyse innovative de la morphologie aortique par Mimix et de la dynamique de la dissection par ANSYS, donc du calcul de la vélocité et de la pression du sang à l'intérieur du vaisseau. Donc ça, c'est les variables des patients. On retrouve un âge moyen de 53 ans, 87% des patients étant des hommes avec pas mal de comorbidités. Si on regarde la durée de ce type d'intervention endovasculaire, on a une durée moyenne de la procédure de 80 minutes avec une durée moyenne d'implantation très courte d'à peu près 12 minutes, réussite technique de 100% et un nombre important de branches collatérales ont été ouvertes. Alors si on regarde la morphologie pour tout le patient, on voit un remodeling aortique positif pour tous les patients et, pardon, excusez-moi, je suis revenu en arrière,
Et si on regarde la dynamique le calcul de diamètre de la dissection, on voit que le diamètre de la vraie aorte, de la vraie lumière augmente et le diamètre de la fausse lumière diminue sur tous ces 23 patients. Et ça, c'est l'étude sur chaque patient des 23 patients. Donc ça, c'est le remodeling, la morphologie, la régression. Donc vous avez vu l'augmentation du vrai chenal, et ça, c'est la baisse du faux chenal en termes de diamètre et volume. Si on fait l'analyse globale, ça démontre parfaitement le remodeling aortique suite à ce traitement, avec une augmentation du volume du vrai chenal et une baisse du volume du faux chenal, comme on peut voir sur les images. Donc voilà le vrai chenal en volume et le faux chenal en volume, surtout tous les 23 patients. On regarde maintenant la dynamique, parce que la dissection est un processus dynamique, et on voit une baisse pour tous les 23 patients, une diminution moyenne de 77% de la vitesse du sang après l'opération au niveau du faux chenal, et aussi une diminution moyenne de 60,7% de la pression globale du sang post-opératoire. Et tous ces résultats sont retrouvés dans la clinique. On a perdu aucun malade suite à une dissection aortique avec un suivi moyen de 3 ans, et on a perdu 2 patients suite à leur comorbidité. On a eu donc comme complication 2 réinterventions chez le même patient, occlusion bilatérale des artères iliaques qui ont entraîné une dissection rétrograde de type A. On a fait une opération de Bentall en urgence avec un pontage biliaque. Alors, en termes de résultats global, le plus long suivi est à 48 mois. On a une réussite technique de 100%, absence de rupture ou de décès par dissection, absence de rupture ou migration des stents, pas d'occlusion décollatérale aortique, pas d'accident vasculaire, paraplégie ou insuffisance aortique. Alors, on a commencé avec les dissections de type B, mais je pense que l'indication principale, c'est la dissection de type A, parce qu'on a tous, comme chirurgien cardiovasculaire, on gère un volume énorme de dissection de type A. Donc, vous voyez un patient standard, on a remplacé l'aorte ascendante et on se retrouve avec une aorte thoraco-abdominale complètement disséquée, une arche aortique disséquée, et souvent chez ces patients, il y a même les iliaques qui sont disséqués. Alors, que faire une fois qu'on a fait la sténotomie médiane? On a sauvé la vie du patient. On ne peut pas les laisser comme ça quand la technologie a évolué. Donc, on a fait une dizaine de patients avec des dissections de type A, et donc c'est l'intervention standard qu'on fait maintenant. Alors, il faut bien identifier la vraie lumière, et on fait, vous voyez ici, l'aorte comme elle est disséquée, l'iliaque gauche est disséquée, et on commence le stenting au niveau de l'aorte thoraco-abdominale, de l'aorte disséquée. On essaie de s'arrêter jusqu'à la bifurcation. Vous voyez ici, on a identifié la bifurcation aortique, et on déploie le stent progressivement, parce que le stent il est dynamique. On le déploie progressivement, et on essaie de s'arrêter toujours juste avant la bifurcation aortique. Et une fois qu'on a déployé, on a ouvert le vrai chenal, on a stenté l'aorte thoraco-abdominale, on va faire l'arche aortique, et on finit avec un stent qui signe des artères iliaques. Alors j'avance un peu, là on fait l'arche aortique, vous voyez, une arche aortique, donc on voit le dacron, on voit l'anastomose ici, et on voit un arche aortique disséquée. Et vous imaginez la pression qu'on a au niveau, donc vous voyez, il y a une telle pression dans l'arche, le stent il ne s'ouvre pas. Il ne s'ouvre pas à cause de la pression énorme qui est dans l'arche disséquée, et là on le force, et on va faire, parce qu'on est protégé par le dacron, donc on ne risque pas de dissection rétrograde, et donc là on fait une angioplastie de l'arche aortique. Voilà. Et on ouvre le vrai chenal.
Parfait. Et, juste, je vous montre la fin avec, voilà, on dilate tout, on dilate ce stent et on finit avec un stent qui signe des iliaques et on dilate. Alors c'est un stent ouvert, naturellement pénétré, donc il faut bien commencer de zone saine et finir en zone saine. Donc faire un stenting court, ça marche pas, on a vu. C'est pour ça qu'on s'arrête en zone saine. Cette maladie s'appelle dissection aortique, donc ça n'a pas de sens de traiter juste une portion de l'aorte, il faut traiter toute l'aorte. Et avec cette technologie, ça marche très bien. Vous voyez le résultat, tout de suite après, on est au niveau de l'artère thoracique basse et bien sûr, on fait, même chez ces patients avec des dissections de type A, on fait la morphologie, le flux, on calcule les volumes et l'index. Et voici le résultat après stenting, c'est le résultat à 3 mois, je pense, oui, 3 mois de suivi. Tous les vaisseaux sont perméables, l'aorte, les iliaques, avec un très bon résultat et un patient asymptomatique. Alors, nos conclusions pour cette première partie, ces stents multicouches constituent une option thérapeutique sûre pour les patients atteints de dissection thoraco-abdominale avec une mortalité faible et un excellent succès procédural. Ces stents semblent maintenir la perméabilité des collatérales aortiques tout en favorisant un remodelage aortique positif. Ils sont accompagnés d'un traumatisme opératoire minime associé à une intervention endovasculaire rapide et une période d'hospitalisation réduite. Aussi, bien sûr, on a besoin d'un suivi de plus long terme et un nombre plus important de patients pour mieux comprendre le rôle de ces stents dans la prise en charge des dissections aortiques. Alors, je suis chirurgien cardiovasculaire. On a couvert ce côté de chirurgie vasculaire de notre pratique et on passe au côté chirurgie cardiaque. Alors, si on regarde les phases d'évolution de la chirurgie cardiaque, c'est une spécialité tout à fait récente. La chirurgie cardiaque moderne a commencé dans les années 60 et il y a eu une évolution importante. Donc, si la première, je me permets d'appeler ça la période, la période des pionniers courageux, la mortalité était importante, souvent jusqu'à 50%. Après, on est passé années 70, années 80, années 90 à une période plus traditionnelle par sternotomie médiane. La mortalité a baissé, la chirurgie est devenue plus sûre, une mortalité de 5 à 10%. Après, dans les années 2000-2010, une troisième période, on a osé introduire des techniques plus minimum invasives. En parallèle, on avait nos collègues digestifs qui révolutionnaient la chirurgie digestive et les urologues qui ont commencé tout ce qui est endoscopie en chirurgie. Nous, les chirurgiens cardiaques, on est resté un peu en arrière, mais quand même les résultats sont améliorés avec une mortalité qui est passée de 2 à 5%. Et maintenant, on essaie avec les collègues qui sont adeptes à cette nouvelle chirurgie minimum invasive de baisser encore plus la mortalité, d'avoir une mortalité à peu près de 1% et d'éviter la sternotomie médiane et faire tout en vidéoscopie. Alors, c'est une belle évolution parce qu'on est passé de cette 50% de mortalité à 1% de mortalité en un peu plus de 50 ans. Alors, nos patients, ils veulent plus savoir ça. On est passé de par exemple, une dame qui avait besoin d'un remplacement valvulaire aortique, on est passé de ça à ça en vidéoscopie. Alors, pour faire ces types d'interventions, la planification préopératoire est très importante. On fait des scanners de haute résolution parce qu'il faut bien mesurer l'accès, les diamètres de l'aorte, de l'anneau aortique, de l'anneau de la valve mitrale et aussi l'accès parce que pour tous les patients, on fait une mini-CEC fémoro-fémorale. Les avantages sont énormes et très importants. Réduction des douleurs post-opératoires permettant une récupération fonctionnelle plus rapide, des hospitalisations plus courtes, une réduction des transfusions et des excellents résultats cosmétiques. Alors, pour tous les patients valvulaires, on fait plus de sternotomie médiane, on fait une mini-thoracotomie vidéo-assistée en deuxième espace pour la valve aortique et quatrième espace pour la valve mitrale.
bien sûr, on a besoin de facilitateurs pour faire ça. Et donc, ça, c'est un instrument innovatif qui nous permet de faire des nœuds et de fixer l'anneau valvulaire ou la prothèse valvulaire à l'intérieur du cœur, qui s'appelle CorNot, qui nous évite à faire des nœuds manuels, et ça raccourcit énormément tout ce qui est temps de clampage, durée de circulation extracorporelle. Et maintenant, on travaille pour développer de nouveaux produits qui nous permettent même à fixer, à passer les points au niveau du cœur. Et on a commencé ça avec l'université de Rochester et l'université de Sibiu. Et ça, c'est l'inventeur de cette technologie qui est utilisée à grande échelle à Sibiu. Donc on parle de la chirurgie aortique. Donc au niveau, c'est une des interventions cardiovasculaires le plus répandues au monde. On pense avoir besoin de 3 millions de remplacements valvulaires aortiques au niveau mondial. On est bien sûr dans l'ère de TAVI. Toutes les études qu'on a fait pour démontrer que les TAVI sont supérieurs à la chirurgie classique. On en parle même dans le New York Times, mais il n'y a pas d'étude entre la chirurgie, entre le TAVI et la chirurgie vidéoscopique minimo-invasive. Alors là, on en trouvait une étude multicentrique italo-allemande qui démontre un taux, une mortalité inférieure en termes pour la chirurgie vidéoscopique comparée au TAVI. C'est pas nouveau. Si on regarde un centre d'excellence à Milan, Mattia Glauber a démontré en 2015, alors même pour les patients au risque, il y a 5 ans, il a présenté ces résultats impressionnants. Donc, TAVI, patient au risque, mortalité de 8% versus chirurgie vidéoscopique, tout est supérieur en chirurgie aortique minimo-invasive. Alors, comment on fait cette chirurgie? Donc, un premier pas est de faire le remplacement valvulaire aortique quand on n'a pas l'habitude ou quand l'anneau aortique est petit, et d'utiliser des prothèses sutureless, sans suture. Donc, il y a 2 plateformes qui marchent très bien. Il y a la Perceval et l'Intuiti. Alors, vous voyez comment on fait cette procédure dans le service. C'est comme une procédure, comme une célioscopie, où on fait une petite thoracotomie dans le deuxième espace, et vous voyez comme on voit très bien la valve aortique, on passe des fils guides pour calibrer, et là c'est la prothèse sutureless implantée et la fermeture de l'aorte. Donc c'est un premier pas pour débuter la chirurgie minimo-invasive aortique. Tous les chirurgiens peuvent le faire, et si on compare la durabilité de ces prothèses sutureless aux valves standards, on a une durabilité qui a l'air supérieure par rapport aux bioprothèses classiques à cause du stent métallique qui protège les feuillets péricardiques de la prothèse sutureless. Voilà. Et bien sûr, une fois qu'on a acquis l'expérience avec ces prothèses, on peut faire des remplacements valvulaires, même par voie vidéoscopique, même avec des prothèses mécaniques. Donc, c'est une intervention standard dans le service. Vous voyez, mini-thoracotomie dans le deuxième espace. La CEC est faite par voie fémoro-fémorale. Là, on ouvre l'aorte standard. Après avoir fait de la cardioplégie, on résèque la valve aortique. Et là, c'est un dispositif nouveau. Vous l'avez jamais vu. C'est fait par l'université de Rochester. C'est un écarteur valvulaire aortique qui permet de faire ce genre d'intervention en vidéoscopie, parce que cet écarteur va ouvrir l'aorte. Vous voyez, là, il est en train d'être déployé à l'intérieur de l'aorte, et on a une image parfaite. Vous voyez, on voit l'anneau aortique et le ventricule gauche comme vous l'avez jamais vu. Et là, ça nous permet de placer avec ces dispositifs de pointe de suture en vidéoscopie, qui sont normalement on travaille on a un écran avec une diagonale d'1,50 m au bloc, et on voit parfaitement bien la valve aortique. Ça nous permet de la suturer parfaitement, et
ça nous permet de traiter des patients jeunes avec une incision de 4 cm et implanter une prothèse mécanique durable. Donc, vous voyez, une fois qu'on a passé les fils sur l'anneau, on les passe au niveau de la valve. Vous voyez, une valve mécanique, je pense que c'est une Onyx. Et après, on pousse la valve au niveau de l'aorte aortique et on fait plus de nœud manuel. Vous voyez, on a ce dispositif, ce nœud en titanium qui nous permet de la sécuriser au niveau à l'intérieur du cœur. Et après, évidemment, on ferme l'aorte avec un superbe résultat cosmétique et une récupération rapide pour le patient. Voilà l'échographie post-opératoire transésophagienne, on fait ça pour tous les malades pour nous assurer qu'il n'y a pas de leak paraprothétique. Un autre cas, vous voyez le même type de procédure et vous voyez l'image qu'on a en vidéoscopie pour la valve aortique. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la valve mitrale? C'est la partie finale de la procédure. Donc, je suis un ancien interne et chef de clinique des hôpitaux français. J'ai fait pas mal de formations avec professeur Carpentier. Donc, j'ai eu le privilège d'apprendre la plastie mitrale avec lui et avec les autres patrons français qui ont apporté ça au monde, le bénéfice de cette procédure. Et on a poussé cette procédure en vidéoscopie. Ça, c'est une méta-analyse qui prouve que si on fait une plastie mitrale en vidéoscopie, c'est aussi sûr si on fait la sternotomie médiane. Donc, on peut faire ce genre d'intervention et c'est parfaitement sûr pour le malade. Alors, en première, pour l'Europe de l'Est, on a fait une plastie vidéo avec ce nouveau anneau 4D. Donc, il s'agit d'une femme 49 ans avec une insuffisance mitrale sévère. Vous voyez ici l'échographie préopératoire. Vous voyez l'insuffisance mitrale sévère de cette patiente. Et là, on a le film de la vidéo. Donc, pareil, CEC fémoro-fémoral, mini-thoracotomie en 4e espace. Et là, on commence la procédure. Vous avez vu la valve qui était complètement déhissante avec une insuffisance sévère. On passe en vidéoscopie les fils au niveau de l'anneau. Ici, on passe des cordages de Gore-Tex dans les muscles papillaires. Donc, chez cette dame-là, on a implanté, vous voyez, 6 cordages de Gore-Tex pour reconstruire la valve. Et là, on implante l'anneau. Vous voyez, on utilise ce fixateur en titanium qui fixe l'anneau valvulaire au niveau, l'anneau prothétique sur l'anneau valvulaire. Et là, on calcule et on règle la longueur des cordages. C'est très important de bien régler ça parce que c'est le succès de la plastie. Et là, on enlève on repart le cœur, on ferme les clefts ici avec du prolène et on vérifie, on fait l'échographie plus d'insuffisance mitrale avec une coaptation parfaite et vous voyez l'échographie en dynamique, plus d'insuffisance mitrale, une intervention qui dure 2h30 avec un résultat cosmétique parfait. Pareil, une étude qui montre la sûreté de cette expérience. Voilà, un autre cas de pathologie mitrale et chez cette dame-là, c'est une dame jeune, obèse, qui a une sténose mitrale. Donc, c'est une dame qui mesure 1,50 m pour 120 kg. Où il faut remplacer la vase parce que c'est suite au rhumatisme articulaire aigu. Donc, on ne peut pas faire de plastie. Et là, vous imaginez chez cette dame faire une sternotomie médiane. Et heureusement qu'on a ces instruments qui nous aident en vidéoscopie à placer les points sur l'anneau. Et opérer une dame qui a 120 kg et qui est petite, c'est vraiment un challenge. Et voilà, en combinant les points de suture classiques et on arrive à introduire une prothèse mécanique.
et, avec une échographie post-opératoire, un résultat clinique parfait et une patiente très contente. Vous voyez un peu le challenge, et on a fait ça par cette petite incision. En conclusion, depuis 2015, dans le service, tous les valvulopathies sont traitées par mini-thoracotomie vidéo-assistée, pas de fuite par prothétique, des gradients excellents, réduction de saignement, récupération fonctionnelle plus rapide, hospitalisation plus courte, avec des résultats cosmétiques et des patients très satisfaits. Donc, comme dirait notre sympathique collègue d'Atlanta, cardiac surgery is evolving but far from dead. Madame et Monsieur, je vous remercie. Multumesc. Merci beaucoup Victor de cette excellente communication parfaitement illustrée avec un support qui vraiment nous interpelle. Alors évidemment, moi je suis chirurgien orthopédiste, c'est vous dire que ce n'est pas tout à fait ma spécialité. Je voudrais laisser la parole. Claude, il est où? Ah ben voilà. Si tu voulais rajouter quelques mots ou faire quelques commentaires, puis c'est grâce à toi qu'on a eu le plaisir d'avoir notre collègue aujourd'hui à l'Académie nationale de chirurgie. Mon cher Claude, tu as la parole. Merci, Claude Westlick, je suis chirurgien cardiovasculaire à Paris 2. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ce qu'il a présenté. Dans le premier sujet, il y a un problème qui s'appelle la dissection aortique. Et on se retrouve exactement au moment de l'invention de la rifampicine, au moment où la tuberculose a été guérie, on a fermé les sanatoriums. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait une déchirure de l'ensemble de l'aorte, qui vous l'a parfaitement expliqué. Et on essayait que le malade soit, lorsque c'est une dissection de l'aorte ascendante, on lui sauvait la vie, on lui sauve encore la vie, c'est-à-dire qu'on lui remplace l'aorte ascendante. Au niveau de l'aorte descendante, on disait, écoutez, on va surveiller le faux chenal, puisque si vous avez un faux chenal qui est perméable, qui ne se bouge pas, 10 ans après, il n'y a pas de survivant. Et donc d'un seul coup, il a trouvé la solution, c'est-à-dire qu'il a eu le concept génial d'utiliser ces stents multicouches qu'on essayait de traiter localement et de couvrir l'ensemble de l'aorte en disant c'est lui qui l'a trouvé, hein, c'est le Dr Costache qui l'a trouvé. Il faut voilà, c'est Dr Westlick qui a traité les premiers anévrismes thoraco-abdominaux au monde et qui a fait la première dissection au monde de type B, et nous on a fait les types A. C'est Dr Westlick qui a ouvert le chemin. Peut-être, mais moi j'avais pas compris qu'il fallait couvrir toute l'aorte, et c'est lui qui l'a fait. Et donc là il a trouvé la solution, et d'un seul coup, au lieu d'être uniquement de faire de l'observation contemplatif, et en disant écoutez, c'est la fatalité, donc au bout de 10 ans nos malades étaient morts quand ils avaient la perméabilité, maintenant il a arrivé à guérir cette maladie terrible, et Jean Bachet disait que c'était la catastrophe la plus importante, la plus grave qui pouvait toucher le système cardiovasculaire humain. Pour la deuxième, je ne sais pas si vous avez vu quelles étaient l'intégration de l'ensemble. On fait tous un métier de détail, c'est-à-dire que chaque geste, quelle que soit notre spécialité, répond, le diable est dans les détails. Et il a résolu absolument tous ces problèmes pour faire ces choses magnifiques, c'est-à-dire y compris participer au développement avec Rochester et le centre de Sibiu et le centre mondial de mise au point de ces technologies qui permettent d'avoir des résultats qui sont même supérieurs à celui de la valve aortique percutanée. Alors un dernier mot, la valve aortique percutanée, il y a des enjeux, vous savez, dans la vie, chaque fois qu'il y a une nouveauté, il y a des questions d'ego, d'argent et de politique. Et donc, comme disait Churchill, je crois aux statistiques quand c'est moi-même qui les ai falsifiées. Donc je ne veux pas arriver au développement des études partenaires et sur ta vie qui ont fait que nous avons actuellement une poussée énorme d'utiliser des valves aortiques percutanées dont le coût est de 20 000 €, alors que les valves qu'on met, elles font 1 500 €. Donc il y a évidemment on ne va pas développer ça, mais le fait comme il disait, la chirurgie n'est pas morte et on arrive à mieux traiter nos patients. Donc merci encore d'avoir fait ces deux découvertes et ces deux, comme disent les Anglais, achievements, même sur la Société française nationale de chirurgie, qui permettent de mieux soigner nos malades. Merci encore. Merci.
Merci Claude pour ces commentaires. On a le temps encore pour une question. Oui, je vous en prie. Alors, il y a très simple ma question. Je voulais vous féliciter car je suis le petit-fils d'une Roumaine qui est née à Iași. Et je trouve votre publication tout à fait remarquable. Merci monsieur. Et on avait encore une question. Oui, docteur Le Floch, Paris. Premièrement, Monsieur le Ministre, c'est plus que remarquable, c'est absolument exceptionnel. Je connais bien les Roumains avec les collègues de Constanța, et je voulais dire que le commentaire de Monsieur de Parly-II était parfait, excellent, mais sur le plan sémantique, la aorte n'est pas déchirée, elle est disséquée, parce que j'ai fait de très nombreuses autopsies, et je me souviens quand j'étais externe, les dissections aortiques étaient fréquentes. Après, elles n'étaient plus. C'est heureux, je pense qu'on est... Et il y a une déchirure initiale, et s'ils ont la chance d'avoir une déchirure distale, ils peuvent s'en sortir. Et s'il n'y en a pas, ils meurent. Voilà, c'était juste de la sémantique, c'était vraiment tout à fait remarquable, exceptionnel. Merci Patrice pour ce commentaire d'un professeur d'anatomie. Vous voyez, c'est la sémantique française, mais enfin, je crois que tout le monde s'accorde à vous féliciter pour cette communication qui est à la fois novatrice, qui était parfaitement illustrée. Et bien écoutez, nous attendons la suite et en ce sens, vous êtes bien sûr toujours le bienvenu à l'Académie nationale de chirurgie. Merci Victor. Monsieur le Président.